Je vais en fait me rattacher à cette session sur la taurisation au travers d'un fait concret qui est la nominalisation. En fait, ma communication consiste à retracer en quelque sorte le parcours que nous faisons tous quand nous faisons une étude stylistique. Alors, pour commencer donc sur la nominalisation, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il s'agit, selon certains, d'un procédé qui équivaut à une anaphore conceptuelle et qui participe à la structuration textuelle. C'est une conversion pour ces linguistes d'une phrase en un syntagme nominal inséré dans une autre phrase. Mais une définition extensive de la nominalisation l'associe cependant à toute conversion dont le résultat est équivalent à un syntagme nominal, et pas seulement donc à une conversion d'une phrase. Alors pour l'étude que je vais mener ici, je vais particulariser cette définition pour observer la nominalisation réalisée dans les formes dites nominalisées du verbe, que sont l'infinitif substantivé et les noms des verbaux. À partir de là, on peut présumer de la forme verbale, éventuellement conjuguée, non réalisée en discours, mais qui demeure présente de manière, pour ainsi dire, latente ou virtuelle. Alors, si on accepte l'idée d'un transfert catégoriel entre verbe et nom, il faut supposer en amont une distinction entre les catégories du verbe et du nom en souscrivant à l'opposition verbo-nominale qui ferait du verbe et du nom des catégories discrètes, s'appuyant sur des propriétés morphosyntaxiques et sémantiques différentielles, ou en envisageant un continuum du verbe au nom qui en constituerait les pôles non antinomiques. Alors une fois posées les données linguistiques qui constituent la nominalisation comme fait de langue, je verrai à quelles conditions les occurrences réalisées en discours poétique des formes nominalisées du verbe peuvent être traduites comme fait de style et comment elles peuvent servir l'interprétation du texte. Autrement dit, comment le fait de langue, une fois contextualisé par sa mise en discours, peut être repéré comme fait de discours et indice figural, puis être évalué comme signifiant et finalement être interprété comme fait de style. Alors pour cela, le corpus que j'ai observé est constitué par les textes de 3 poètes associés généralement à un moment littéraire, ce que Jaretti appelle la crise de la poésie, datée de 1869, donc Rimbaud, Verlaine et Mallarmé. Alors je commence par poser ce qui peut constituer la nominalisation comme fait de langue en envisageant ce transfert catégoriel du verbe au nom. Alors on sait que la distinction entre verbe et nom n'est pas universelle. Pour le français, cependant, elle est reconnue et réelle et les linguistes s'accordent plutôt à reconnaître un continuum du verbe au nom, certains préférant même parler d'une polarité verbo-nominale plutôt que d'une opposition, puisque le verbe et le nom ne peuvent se définir l'un sans l'autre, plutôt ils se définissent l'un par rapport à l'autre. Et l'on sait aussi, bien sûr, que la classe du nom n'est pas du tout homogène sur le plan morphologique et sémantique. Il n'y a pas parfaite coïncidence entre catégories cognitive et catégorie syntaxique, puisqu'une même notion peut être lexicalisée sous la forme d'un nom comme d'un verbe. En fait, pour y voir clair, il faut raisonner à partir de prototypes du verbe et du nom et envisager la tension entre les deux catégories qui peut se distribuer sur 3 plans, donc sémantique, morphologique et syntaxique. Les propriétés du verbe et du nom dérive finalement de l'opposition première entre une catégorie dite autonome sur le plan sémantique, le nom, et une autre qui se caractérise au contraire par sa dépendance constitutive, donc le verbe. Donc sur le plan sémantique, la tradition associe au nom et au verbe un mode d'appréhension différent des réalités extralinguistiques. Le nom, dit-on, dénote des notions, des personnes ou des choses, tandis que le verbe renverrait à des phénomènes, des actions ou des états, liés en tout cas à l'inscription des procès dans le temps et la durée. Pour Guillaume, je le rappelle, l'opposition entre plan nominal et plan verbal est associée à la binarité espace-temps. Donc le verbe se signale par son incomplétude sémantique. Les réalités auxquelles il réfère doivent être mises en relation conceptuelle avec un support, tandis que les notions définies ou dénotées par un nom sont autonomes. De l'incomplétude dérivent les propriétés autres des prototypes verbal ou nominal, en commençant par l'incidence interne et externe. Le verbe donc est lié à l'incidence, le verbe conjugué est lié à l'incidence externe, autrement dit, il a besoin d'un support nominal posé antérieurement à lui, et tandis que le nom se caractérise par une incidence interne, il n'a besoin d'aucune autre relation extérieure à lui-même
pour renvoyer à une substance. Bon, les relations de dépendance entre nom et verbe se traduisent par des liens qui règlent finalement l'agencement phrastique et discursif par l'opposition entre référence et prédication. Et c'est là le troisième palier donc, qui permet d'opposer sur le plan syntaxique et discursif le nom et le verbe, puisque le verbe se spécialise dans la fonction prédicative. Il peut établir des relations entre les unités d'une phrase, et même il est l'élément qui participe à la construction propositionnelle ou phrastique. Les noms avec lesquels les verbes établissent une relation réfèrent à des entités impliquées dans la situation ou l'événement. Mais le continuum entre verbe et nom est assuré par ces catégories frontalières, donc que sont l'infinitif et le nom d'action. Alors quels sont les points communs entre infinitif et nom d'action, donc dérivant d'un verbe? En fait, ils partagent trois propriétés essentielles. Ils partagent la même incomplétude sémantique au niveau lexical. Ils partagent aussi l'incidence interne, n'impliquant pas qu'un actant soit nommé antérieurement. Et sur le plan lexical, ils établissent une relation avec la temporalité et la durée, tous deux conservant cette capacité du verbe à connoter le temps, mais d'une manière particulière cependant, puisqu'il manifeste comme un figement de l'action désengagée de contingences particulières. Donc la vision du procès n'est pas séquentielle au sens où le procès se décomposerait en une succession d'instants, mais la vision est globale et statique. Et puis on le sait enfin, l'infinitif se distingue de la classe du verbe sur le mode de l'opposition entre actualisation et virtualisation, puisque l'infinitif, pour reprendre là encore les termes guillaumiens, l'infinitif se situe dans la phase initiale de la chronogénèse, dans le temps in posse, donnant donc une image en tension seulement du verbe. Donc finalement, l'infinitif reste la forme la plus virtuelle du système. Il est dépourvu de marque de la personne et il est inapte à actualiser un procès, autrement dit à le situer seul dans une des trois époques, enfin dans la chronologie. Et l'infinitif est la forme, comme on le sait, la forme du verbe la plus proche du nom. Alors pour faire le bilan de ce premier point, donc la nominalisation du verbe réalisée au travers de ces formes nominalisées, l'infinitif en particulier ou l'infinitif substantivé et encore le nom extensif ou nom d'action, entraîne la perte de l'ancrage temporel, une vision globale du procès et l'intégration d'un actant indéterminé et virtuel par suite de l'incomplétude sémantique et de l'incidence interne. Alors voyons maintenant, après avoir posé donc les jalons de ce fait de langue que serait la nominalisation réalisée au travers des formes nominalisées du verbe, donc voyons comment se réalise en discours la nominalisation, comment elle est mise en discours. Alors comment cela peut être remarqué? Eh bien par deux paramètres. D'abord un repérage du fait de langue comme fait de discours par deux critères, et ce sera le premier point, le critère de la fréquence et le critère de la mise en contraste. Donc un repérage et d'autre part une évaluation du fait de discours au travers de sa concentration et de sa mise en série. Alors commençons par ce repérage du fait de langue comme fait de discours au travers de deux paramètres que nous observons quand nous faisons une étude finalement qui a pour objectif l'étude stylistique d'un texte, donc la fréquence et le contraste. Donc le fait de langue inséré dans un discours fournit des indices au récepteur, un marquage qui s'associe, je cite Marc Bonhomme, à une constance à travers les énoncés et à une prégnance mémorielle. Donc la récurrence du phénomène est un premier critère strictement quantitatif. On observe en effet dans le corpus poétique que j'ai étudié la primauté du nom sur le verbe en général. Alors les trois corpus que j'ai étudiés sont numérisés, donc j'ai pu travailler avec les outils quantitatifs. Alors non pas pour repérer les formes nominalisées du verbe qui ne sont pas marquées, mais en tout cas pour observer le partage sommaire entre verbe et nom. Alors c'est tout à fait flagrant de remarquer par exemple que dans le corpus Verlaine, le nom l'emporte sur le verbe dans certains recueils comme Poèmes saturniens, Fête galante. L'infinitif se distingue dans Romances sans parole et dans Sagesse, avant même le nom. On se souvient aussi de certains poèmes écrits sans un seul verbe, comme Valcourt.
Le corpus Rimbaud offre aussi l'alternance remarquable entre primauté accordée au nom ou au verbe selon que les textes sont de poésie versifiée et c'est le nom qui l'emporte, ou en prose, et c'est alors le verbe, au contraire, qui a le privilège. On note enfin, et certains commentateurs l'ont fait également sans les outils informatiques, des commentateurs comme Scherer ont remarqué que chez Mallarmé, le nom est privilégié en défaveur de la classe verbale dans les poésies mallarméennes, et il cite le poète lui-même, donc Mallarmé qui écrit dans une lettre qu'il en était à une phrase de 22 vers tournant sur un seul verbe et encore très effacé la seule fois qu'il se présente. Alors on peut être sensible à cette primauté accordée au nom, donc sur le plan quantitatif. On peut être sensible aussi à une récurrence particulière qui porte par exemple sur les titres des poèmes. Ils introduisent en effet des noms déverbaux, assez souvent chez Mallarmé, comme apparition, soupir, remémoration d'amis belges, qui font écho à des substantifs plus rares dans certains poèmes comme cueilllaison, dans le poème Apparition. Chez Verlaine, on a des titres comme résignation, lassitude, un substantif peu courant, enfin utilisé dans Romance en parole, engouffrement. Rimbaud encore accompagne un titre comme accroupissement, d'autres qui utilisent des participes passés nominalisés comme les effarés, les assis. Donc à chaque fois, les substantifs extensifs orientent vers un figement d'une action. Un tableau s'esquisse d'emblée qui immobilise un procès, le temps du poème, livrant une description métonymique d'entités non précisées d'emblée. Quoi qu'il en soit, les fréquences d'apparition d'une variable ne sont pas significatives dans l'absolu. Pour qu'une récurrence puisse être traduite en itération, dans le sens de François Rastier, c'est-à-dire en récurrence signifiante non aléatoire, elle doit entrer en contraste, et ce sera le second paramètre qui permet donc de repérer un fait de langue comme fait de discours, la mise en évidence d'une tension contrastive. Donc elle peut seule doter un fait de langue d'un effet susceptible d'interprétation. Donc la tension peut être mise en évidence à différents degrés, à différents paliers. On peut envisager un contraste entre grands corpus. Il peut s'agir d'un contraste intertextuel lorsqu'on compare l'usage d'un groupe d'écrivains, par exemple les trois poètes que j'ai observés par rapport à des auteurs de la même époque ou par rapport à un corpus de romanciers, et on peut ainsi faire ressortir des contrastes susceptibles d'être interprétés comme significatifs. Alors au palier du texte, le contraste qui s'établit peut-être, on l'a vu, donc entre le verbe et le nom, donc entre partie de discours, mais il peut s'agir au niveau cotextuel cette fois-ci, entre, je cite encore Marc Bonhomme, entre une saillance singulière au premier plan du discours et le cadre d'arrière-plan de celui-ci. Donc le caractère prévisible de la chaîne syntagmatique est rompu et alerte le récepteur. Donc ce sont les exemples 1 à 2 que j'ai donnés de Mallarmé. Pour commenter l'emploi d'un infinitif, certes un emploi verbal, mais se substituant, quoi qu'il en soit, à une forme verbale conjuguée attendue. Donc le premier exemple, où je le lis rapidement, mais la chevelure est une rivière tiède, où noyer sans frisson l'âme qui nous obsède, et trouver ce néant que tu ne connais pas. Et l'exemple 2 qui est similaire pour ce qui m'intéresse, donc un signe d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui sans espoir se délivre, pour n'avoir pas chanté la région où vivre, quand du stérile hiver resplendit l'ennui. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que ces deux exemples jouent sur la relation actentielle virtualisée, instaurée par l'infinitif. Dans l'exemple 1, il se trouve l'infinitif donc inséré dans un réseau qui joue sur l'intemporel, le présent, l'article de notoriété, la chevelure, et côtoie des indices déictiques d'insertion dans un contexte d'énonciation particulier, comme ce néant, tu. Alors l'infinitif dans la relative occupe une position centrale, à la fois dans le vers et relayé par le second infinitif, articule les deux univers, généralisant et contingent. Donc c'est le poste d'actant, laissé libre pour les infinitifs, qui permet ce transfert de l'un à l'autre. Dans l'exemple 2, l'articulation est similaire et se manifeste entre l'univers particulier où se meut le signe et l'extension généralisante qu'il connaît par le biais de l'infinitif vivre dans la relative. Donc un télescopage a lieu entre l'actant identifié
et l'infinitif dépersonnalisé. Alors l'exemple 3 nous renvoie encore davantage à l'écriture malarméenne. Nous saoulerons d'encens le vainqueur dans la fête, mais eux, pourquoi n'endossez pas ces baladins d'écarlate haillons, hurlant que l'on s'arrête. Donc le contraste surgit à la faveur de la mise en relation d'un agent nominal et de l'infinitif, dans ce cas où l'infinitif se trouve utilisé comme noyau prédicatif d'une proposition indépendante de structure interrogative ici. Dans une conception normative de la grammaire, cet exemple frôle la grammaticalité, mais ce qu'on peut envisager d'un certain point de vue comme entorse au code, c'est-à-dire les codes, ce sont simplement donc des récurrences, les récurrences les plus régulières, pour ainsi dire, les régularités moyennes constatées dans les énoncés à un moment de l'histoire, eh bien, ces entorses au code sont remarquées comme possibles effets de style au motif du caractère intentionnel qu'on leur prête de fait. Donc voilà pour un premier point sur le repérage du fait de langue grâce à l'observation donc de la primauté ou de la fréquence d'une catégorie et à la mise en évidence d'une tension contrastive. Le deuxième critère que nous avons donc quand nous travaillons finalement pour une étude de style, c'est l'évaluation des faits de discours. Eh bien, l'évaluation des faits de discours va se faire ou va tourner autour de l'observation de deux phénomènes, un phénomène de concentration et de mise en série ou de sériation qui vont constituer, ces phénomènes vont constituer ou vont former un système convergent d'itération. Donc le fait de discours est en effet d'autant plus remarquable qu'il est répété sur un espace restreint du texte. Sa place, sa localisation dans un texte est un paramètre déterminant, a fortiori quand on se trouve dans un contexte de poésie versifiée et que les faits récurrents croisent des phénomènes de prosodie. Alors c'est par exemple l'extrait numéro 4 de Rimbaud. Alors je ne vais pas le lire, j'ai mis en italique donc les mots qui m'intéressent, puisqu'on voit que la reprise du même processus de nominalisation à des postes clés du vers, donc à la rime ou à la césure, ou dans un syntagme contrastif sur le plan rythmique pour le second exemple, le contraste entre remuement, calme, donc l'adjectif court s'opposant au substantif extensif, donc marque le processus. Construit avec le suffixe identiquement, ces noms entrent dans une série phonique qui les rapproche encore. Le premier exemple se surcharge d'un processus figural assimilable à une métonymie de l'abstraction, donc étonnement, substituant à mère étonnée. Donc la mise en série de la nominalisation, réalisée par les substantifs déverbaux, reliés par-delà la parenté morphologique par l'euphonie et la similarité des places métriques, s'associe dans un texte à d'autres faits de discours dans une synergie qui est susceptible d'être évaluée. Donc au paramètre du contraste et de la sériation s'ajoute le paramètre de l'entrée dans un nouveau réseau, cette fois structuré par des affinités et des similitudes. La valorisation stylistique ne peut se faire que si le fait de langue remarqué s'insère dans un réseau convergent et signifiant. Alors pour parler de ce cas particulier des formes nominalisées du verbe, eh bien elles entrent en relation ou en corrélation ou en synergie avec d'autres formes impersonnelles du verbe, les formes en « en » par exemple, les participes ou encore d'autres procédés de nominalisation. Alors on a pu remarquer sur le plan statistique notamment la solidarité entre la classe du nom et les formes en « en » pour les poésies de Rimbaud, c'est très clair, et les poèmes saturniens de Verlaine. Alors, j'ai simplement donné un exemple pour illustrer ces propos, l'exemple 5, où là encore, j'ai mis en italique tout ce qui pouvait contribuer ou construire le même réseau signifiant ou aller dans le même sens du même système convergent d'itération, une corrélation s'établissant entre les formes de participes présents et les infinitifs. Bon, et on peut remarquer donc que la seconde occurrence se signale par un contraste entre l'agent de l'infinitif postposé et le verbe neiger qui est rehaussé par la déconstruction de la périphrase verbale, donc laissant neiger suite à l'insertion du complément prépositionnel. Donc l'emploi du déverbal rare cueilliaison entre en résonance avec ces procédés
dans un système orchestré de récurrence et de variation. Alors, je passe un peu. On peut également trouver, pour constituer un système convergent d'itération, donc d'autres procédés de nominalisation que ceux sur lesquels je me suis concentrée, donc le passage du verbe au nom. On peut trouver des procédés de nominalisation qui prennent leur source dans l'adjectif, par exemple, pour l'extrait numéro 7, tu fis la blancheur sanglotante d'Hélice, ou encore donc la nominalisation qui nous vient, enfin, dont le point de départ est toujours un adjectif, pardon, dans l'exemple 8 et 9. Hein. Oui, je n'ai pas. En fait, il y avait encore un exemple où on partait d'un adverbe, mais enfin, je l'ai pas noté sur l'exemplier. Hein, c'est l'exemple que tout le monde connaît de toute façon. De Mallarmé, la chambre singulière en un cadre, attirail de siècle belliqueux, hors favori éteinte, à le neigeux jadis, pour ancienne teinte, etc. Donc l'effet de nominalisation entre dans un système convergent d'itération, puisqu'il partage des propriétés linguistiques, qui les constitue en paradigme susceptible d'interprétation. La dernière étape du processus est celle de la conversion du système récurrent et convergent en paradigme stylistique qui relève d'une appropriation particulière de la langue. Donc le récepteur doit maintenant réfléchir, sinon au caractère intentionnel de la structuration en réseau, du moins aux effets produits par cette mise en réseau. Et il doit en inférer un sens s'il veut les interpréter, en envisageant que les itérations convergentes sont forcément non aléatoires et fonctionnent comme des noyaux informatifs latents, pour reprendre les termes de Marc Bonhomme. On en arrive enfin donc à ce passage, cette conversion du fait de discours au fait de style. Alors comment est-ce qu'on va passer, comment on va franchir cette étape? Eh bien en pensant que tout ce que l'on a pu remarquer, le système en fait convergent d'itération, sert d'exemplification de concepts notamment. Et de quels concepts? En ce qui concerne la nominalisation, eh bien les concepts d'abstraction et de généralisation. Donc en effet, la nominalisation opérée par l'infinitif ou le nom d'origine verbale en particulier, dénotant une action, opère un détachement des contingences. Et ce mouvement d'abstraction à la fois personnel et temporel est à lire comme un mouvement dynamique qui mène du concret à l'abstrait, de l'ancrage temporel explicite à l'imaginaire. L'infinitif laisse libre notamment la place d'un constituant prévu par sa structure linguistique, celle d'un actant sujet. Cette vacuité actentielle s'associe à la vacuité temporelle pour ouvrir à la généralisation, à l'intemporel que revendiquait Mallarmé, à ce figement, pour reprendre encore un terme de Rimbaud, de l'action dans l'infinitif ou dans le nom des verbales qui présente l'action dans sa substance. Donc le nom, on le sait, pour Mallarmé, représente la pureté première. Il présente la substance que le verbe dilue dans le mouvement. Il permet la présence sensible du monde. Et peut-être permet-il aussi cet accès, donc par le biais de l'immobilité, à une image de l'éternité. Je citerai Mallarmé et cette strophe de l'éternité de Mallarmé, des humains suffrages, des communs élans, là tu te dégages et voles selon. Enfin, pour terminer, donc la nominalisation peut servir, je l'ai dit, l'abstraction, la généralisation peut servir l'ambition, ou l'accès à l'impersonnel revendiqué par la poésie mallarméenne notamment. On peut peut-être voir enfin une corrélation entre le genre poétique et la nominalisation pour lire dans ce procédé comme une marque du fait poétique lui-même. En effet, par leur propriété de libération de l'ancrage personnel et temporel, les formes nominalisées esquissent ce mouvement du particulier à l'universel qui peut être donné comme définitoire du lyrisme dans un sens partiel du terme. Alors évidemment, il ne s'agit pas de l'expression de l'épanchement du moi, mais au contraire de la tentative de s'arracher au moi et d'atteindre à l'universel. Et peut-être peut-on lire au travers de cette nominalisation le renouvellement de la forme poétique qui était aussi prônée par les poètes de cette époque, là en tout cas,
qui repose sur la destruction des formes anciennes, des anciennes normes, qui valorise l'épuration, le dégagement des contingences et de la référence pour accéder à la notion pure de l'objet. Et le processus donc de la nominalisation est ou peut être proposé comme au service de cette transposition. Alors en conclusion, on dirait simplement que la transposition d'un fait de langue en fait de style ne peut se faire de manière isolée. En fait, il faut imaginer deux systèmes. D'une part, le système de la langue et des propriétés grammaticales conçues comme un ensemble de paradigmes morphosyntaxiques corrélés et qui esquissent un réseau interactif. D'autre part, le système du discours, où vont pouvoir se lire les effets de style, les deux réseaux étant bien sûr en interaction réciproque. La stylisation serait ce processus qui permet d'extraire un fait de langue d'un paradigme pour le faire fonctionner à l'intérieur d'un autre paradigme. Donc les formes nominalisées du verbe sortent du système verbal pour entrer en résonance avec d'autres faits de langue mis en discours de manière concomitante dans un texte. Ensemble, ils seront interprétés par le lecteur comme faisceaux convergeant vers une interprétation, autrement dit comme une exemplification de concepts signifiants, jusqu'à pouvoir proposer les faits de nominalisation comme marqueurs du fait poétique, de la poéticité, à un certain moment de l'histoire littéraire. Voilà, je vous remercie.